J'ai maudit mon ex et mon ami par jalousie. Les histoires de Plovdiv. Je m'appelle Agnès, j'ai 26 ans et je vis dans une grande ville africaine où tout semble aller à 100 à l'heure. Depuis que j'ai terminé mes études, je me débrouille comme je peux pour joindre les deux bouts. J'enchaîne que des petits boulots. Malgré mes efforts, je ne me sentais jamais assez bien, jamais assez accompli. Tout a commencé innocemment. Comme pour tout le monde, les réseaux sociaux étaient un simple passe-temps, un moyen de garder contact avec d'anciens amis et de voir ce que devenait le monde. Mais peu à peu, ce passe-temps s'est transformé en une obsession. Chaque matin, avant même de sortir du lit, je faisais défiler mon fil Instagram. Je voyais des visages rayonnants, des couples amoureux en voyage, des fêtes somptueuses. Pendant que moi, je luttais pour payer mon loyer et que je vivais dans un petit studio modeste. À force de faire défiler mon fil, je ressentais une insécurité grandissante. Mes anciens camarades d'université semblaient tous réussir brillamment. Certains lançaient des start-up, d'autres vivaient à l'étranger et partageaient des photos dans des lieux paradisiaques. Pendant ce temps, moi, je me contentais d'un quotidien routinier où je devais constamment me battre pour avancer. Ce sentiment d'infériorité m'a poussé à me poser 1000 questions. Avais-je pris les mauvaises décisions ? Pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à atteindre ce niveau de succès ? Où avais-je échoué ? Chaque comparaison me plongeait un peu plus dans le doute et la frustration. Je devenais obsédée par cette idée de me hisser à leur niveau, coûte que coûte. Un jour, j'ai commencé à suivre de près Rachel, une ancienne amie de l'université sur Facebook. Nous étions proches avant, mais avec le temps, nous nous sommes perdus de vue et aucun de nous ne cherchait à avoir des nouvelles de l'autre. En suivant ses publications, j'ai vu qu'elle venait de se fiancer. Elle n'avait fréquenté son copain que quelques mois avant d'annoncer la nouvelle. À force d'observer cette amie, je me suis mise à analyser chaque détail de sa vie. Son fiancé lui offrait des dîners dans des restaurants luxueux, des escapades en week-end et des cadeaux hors de prix. Son sourire éclatant, capturé dans chaque photo, me hantait. Était-ce si facile de trouver un homme prêt à offrir une vie de rêve ? Peut-être que je m'y prenais mal. Peut-être que je n'avais pas su attirer la bonne personne jusque-là. C'est dans cet état d'esprit que j'ai reçu cette fameuse notification d'un site de rencontre sur lequel je m'étais inscrit il y a quelques semaines. D'ordinaire, je ne prêtais pas attention à ce genre d'application, mais ce soir-là, le sentiment de solitude pesait lourd. J'ai ouvert l'application sans grande attente, puis j'ai vu son message. Il s'appelle Damien. Son profil était simple mais intrigant. Il ne se vantait pas de ses richesses ni de son apparence, mais il semblait sincère, à l'écoute. Dès les premières conversations, il a su toucher quelque chose en moi. Contrairement aux autres hommes qui parlaient uniquement d'eux-mêmes, lui me posait des questions sur ma vie, sur mes rêves, sur ce qui me pesait. Il semblait comprendre mes insécurités sans que j'aie besoin de les formuler. Il semblait sincère, respectueux. Peut-être que, pour une fois, j'avais trouvé quelqu'un qui pourrait me sortir de cette spirale de comparaison et d'insécurité. Alors, j'ai pris ma décision. J'allais le voir en vrai. Le lendemain, j'avais pris soin de choisir ma plus belle tenue. Je voulais être parfaite pour ce rendez-vous, qui, je l'espérais, marquerait le début d'une nouvelle histoire. Lorsque je suis arrivée au restaurant, il était déjà là, assis à une table. Son sourire chaleureux et son regard attentif m'ont tout de suite mise à l'aise. La soirée s'est déroulée comme dans un rêve. Il savait me faire rire, m'écouter, poser les bonnes questions. À cet instant, je me suis laissée aller à l'idée que, peut-être, j'avais enfin trouvé l'homme qu'il me fallait. Très vite, nous avons passé de plus en plus de temps ensemble. Il me couvrait de compliments, m'envoyait des messages chaque matin et chaque soir. J'avais l'impression d'être la femme la plus chanceuse du monde. Et lorsque mes amis et ma famille m'ont demandé si j'étais enfin en couple, j'ai répondu sans hésiter. Oui, et il est parfait. J'étais si enthousiaste que je suis allée encore plus loin. J'ai laissé entendre que nous étions déjà fiancés. Après tout allait si bien entre nous. Pourquoi ne pas rêver un peu plus grand ? Mais plus les jours passaient, plus certains détails m'inquiétaient. Il était toujours sur son téléphone, et pas seulement pour le travail ou pour me parler. Il était extrêmement actif sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram était un véritable album photo de lui-même, mais aussi d'autres filles qu'il semblait connaître de très près. Il laissait des commentaires flatteurs, envoyait des émojis suggestifs sous leurs publications. Au début,
J'ai voulu me convaincre que ce n'était rien. Après tout, ce n'est qu'Internet, non? Mais quelque chose me rongeait. Un soir, alors que nous étions ensemble, son téléphone a vibré plusieurs fois en quelques minutes. Il l'a pris et, visiblement gêné, a changé de sujet de conversation. Je n'ai pas pu m'empêcher de creuser davantage. J'ai découvert qu'il envoyait les mêmes messages d'amour à d'autres femmes, les mêmes compliments, les mêmes promesses. Il entretenait plusieurs relations en parallèle, jonglant entre les unes et les autres avec une aisance déconcertante. Comment avais-je pu être aussi naïve? J'avais déjà parlé de lui à ma famille, à mes amis. Je leur avais vendu un rêve qui, en réalité, n'était qu'un mensonge. J'étais anéantie, trahie. L'homme qui me regardait avec douceur ce soir-là au restaurant n'était qu'un illusionniste, un charmeur qui savait exactement comment faire croire à chacune qu'elle était unique, alors qu'il jouait le même rôle avec d'autres. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. J'étais passée de la tristesse à la rage en l'espace de quelques heures. Je regardais mon reflet dans le miroir et je ne me reconnaissais plus. Comment avais-je pu en arriver là? Comment avais-je pu me laisser berner si facilement? Puis, mes pensées ont dérivé vers elle, mon ancienne amie de l'université. Celle qui m'avait, sans même s'en rendre compte, poussée dans tout cela. Si elle n'avait pas affiché son bonheur, si elle n'avait pas exposé sa vie parfaite à la vue de tous, peut-être que je n'aurais pas ressenti ce vide en moi. Peut-être que je n'aurais pas cherché à combler ce manque avec cet homme. À cet instant, une idée obscure m'a traversé l'esprit. Ce n'était pas juste une envie de vengeance passagère, c'était un désir incontrôlable. Je ne voulais pas seulement tourner la page. Je voulais que cet homme souffre. Je voulais qu'il ressente la douleur qu'il m'avait infligée, qu'il voie ce que ça fait d'être trompé, trahi, manipulé. Ce n'était plus une simple blessure sentimentale. C'était un combat contre l'humiliation, contre l'injustice. C'est ainsi que j'ai fini par entendre parler d'un féticheur. Je l'ai contacté et il m'a donné rendez-vous. Quand je suis arrivée, le féticheur m'a accueilli et m'a demandé « Veux-tu vraiment qu'il souffre ?» J'ai hoché la tête, déterminée. Il m'a alors tendu plusieurs fioles contenant un liquide. Ces potions ont un pouvoir. Tu devras les frotter sous ta poitrine et sous ton ventre avant de t'unir à lui. Ce mélange va créer un poison spirituel. Après cette nuit, il ne pourra plus jamais être avec une autre femme. Sa virilité cessera de fonctionner. Il te désirera, mais ne pourra jamais concrétiser son envie ailleurs. Le soir venu, je suis retournée auprès de mon copain. Il ne se doutait de rien, me prenant dans ses bras comme si tout était normal. Nous avons passé la nuit ensemble, et moi, je jouais mon rôle à la perfection. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était pas une simple nuit d'amour. C'était un acte de vengeance, un piège dont il ne pourrait jamais se libérer. Après cela, comme le féticheur me l'avait conseillé, je suis partie seule à la rivière. Il m'a dit que je devais purifier mon esprit après l'acte. Pendant que je me lavais, je répétais inlassablement ces mots, le regard fixé sur l'eau sombre. « Je te maudis pour tout ce que tu m'as fait subir. » Après cela, je suis rentrée chez moi. Quelques jours passèrent. Mon copain continuait de m'envoyer des messages, de me parler comme d'habitude. Il n'avait aucune idée du sort que je lui avais réservé. Mais moi, je savais. Après cela, je l'ai bloqué partout. Et j'attendais, patiemment. Ce moment viendra où il regrettera ce qu'il m'a fait. Quelques semaines après, en défilant sur Facebook, j'ai vu les publications de Rachel et cela a ravivé ma rage. J'ai alors rappelé le féticheur qui m'a demandé d'apporter des photos d'elle. Avant de me rendre chez le féticheur, j'avais passé des heures à essayer d'imprimer les photos que j'avais volées sur le profil de mon ami. Une fois chez le féticheur, je lui ai tendu les photos. Il les a prises en silence, les observant une à une. « Que veux-tu exactement que je fasse ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas hésité, une seule seconde. Tout ce que je veux, c'est qu'elle ne se marie jamais. Je ne veux pas la voir heureuse. Elle passe son temps sur les réseaux sociaux à prétendre qu'elle a trouvé quelqu'un qui l'aime vraiment, affichant tout ce que son copain fait pour elle. Je ne veux pas que cela continue. Son copain doit la quitter et elle doit souffrir. Il m'a observé longuement, comme s'il pesait le poids de mes paroles. Puis, lentement, il a hoché la tête avant de déclarer « Es-tu sûr de vouloir cela ? Car après ce rituel, des esprits vont commencer à te suivre. Tu ne pourras pas les contrôler. Je ne sais pas ce qu'ils feront de toi, mais sache que ce genre de rituel n'est jamais gratuit. »
Sans la moindre hésitation, j'ai répondu, le regard brûlant de détermination. Oui, je suis sûre. Je ne pouvais plus reculer. Ce n'était plus une simple rancune. C'était une obsession, un besoin de voir cette fille goûter à la douleur, comme moi je l'avais fait. Nous devons nous rendre dans un cimetière, a poursuivi le féticheur. Là-bas, je vais invoquer des esprits en réveillant les morts. Ils iront auprès de ton ami et détruiront tout ce qui lui apporte du bonheur. Alors prépare-toi, ce qui va suivre changera ta vie à jamais. Le féticheur m'a regardé longuement et m'a demandé « Combien d'argent as-tu sur toi ?» J'ai plongé ma main dans mon sac et en ai sorti une liasse de billets froissés. Ce n'était pas grand-chose, à peine de quoi couvrir une consultation classique et certainement pas assez pour un rituel d'une telle ampleur. « Ce n'est même pas la moitié de ce que je demande », a-t-il craché, la voix chargée de frustration. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait tout arrêter, me jeter dehors et me laisser seul avec ma haine et mon impuissance. Mais après un moment de silence, il a pris une grande inspiration et a finalement lâché d'un ton résigné. « Très bien, nous allons quand même procéder au rituel. » Il s'est levé lentement, puis, sans un mot de plus, il m'a fait signe de le suivre. Nous sommes arrivés devant le cimetière. Le féticheur s'est arrêté devant une tombe et a dit « C'est ici que tout commence. » Il a sorti un bâton et me l'a tendu. « Prends-le, maintenant appelle-les. » Mon souffle s'est coupé. « Appeler qui ?» Son regard s'est intensifié. Les esprits des morts, ceux qui errent sans but, ceux qui attendent qu'on leur ouvre une porte vers ce monde. Ils te suivront jusqu'à mon sanctuaire, mais c'est toi qui dois les invoquer. Ma gorge s'est asséchée, mais je n'avais plus le choix. J'ai serré le bâton entre mes mains, puis j'ai pris une profonde inspiration. D'une voix hésitante au début, puis de plus en plus ferme, j'ai commencé à murmurer les incantations que le féticheur m'avait enseignées. Un vent glacé s'est levé autour de nous. J'ai senti une présence, plusieurs même. Des frissons ont parcouru mon corps. Quelque chose approchait. Le féticheur a chuchoté. « Ils sont là. Maintenant, marche, guide-les jusqu'à l'autel. » Sans me retourner, j'ai avancé, le bâton toujours serré dans mes mains. Je pouvais les sentir derrière moi, suivant mes pas, invisibles, mais bien présents. Nous étions revenus au sanctuaire du féticheur. Je ne réalisais pas encore à quel point ces féticheurs étaient rusés. Ce n'est qu'après coup que j'ai compris que, dans ce genre de pacte, rien n'était jamais gratuit. Dès que nous avons franchi le seuil de son hôtel, le féticheur s'est avancé et a levé les mains comme pour calmer les esprits. Son regard s'est durci et il a dit « Si jamais vous et cette femme qui se tient ici n'êtes pas d'accord sur ce qui va être discuté, vous ne devez jamais revenir ici, ni suivre ma lignée de sang. Êtes-vous d'accord ?» Un silence pesant s'est installé. Je sentais une force étrange tourner autour de moi, invisible mais bien présente. Le féticheur a tourné la tête vers moi. Il attendait ma réponse. Je ne pouvais pas reculer. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu « Oui, je suis d'accord. » Le féticheur a alors repris la parole. « Es-tu d'accord que je ne suis ici qu'en tant que témoin ? Mais en tant que témoin, je n'accorde aucun droit aux esprits des morts que nous avons réveillés de suivre ma lignée. Acceptes-tu qu'ils suivent ta lignée si jamais tu es incapable d'accomplir le rituel ?» Je n'avais pas vu venir cette question. C'était un piège. S'il se dégageait de toute responsabilité, cela signifiait que si quelque chose tournait mal, si les esprits n'étaient pas satisfaits ou si je renonçais avant la fin du rituel, c'est moi qu'ils entraient. Ma lignée, mes descendants, mes proches, tous ceux liés à moi par le sang. J'ai voulu réfléchir, j'avais hésité, le doute me rongeant de l'intérieur. Mais le féticheur, lui, n'avait ni patience ni pitié. Il m'a fusillé du regard et a lâché « Dis-le maintenant, sinon j'annule tout. Et quoi qu'il arrive ensuite, ce sera ton problème. Je ne te rembourserai pas. » Son ton était menaçant, froid. Il savait que j'étais déjà trop loin pour reculer. Terrifiée, prise au piège, j'ai fini par céder. « D'accord, j'accepte. » À ces mots, un sourire satisfait s'est dessiné sur son visage. « Bien, tu as bien fait. » Comme si tout cela était normal. Comme si je venais de faire le bon choix. Sans perdre de temps, il m'a fait signe d'entrer dans une autre pièce à côté. Là, il m'a tendu plusieurs charmes, de petites amulettes enveloppées dans du tissu rouge, et m'a expliqué en détail le rituel que je devais suivre. Pendant 7 jours, tu devras te laver avec cette préparation. Aucune relation intime durant cette période, sinon tout sera annulé. Laisse les esprits faire leur travail. J'ai hoché la tête, trop bouleversée pour parler. Et comme il l'avait prédit, quelque chose a changé. Les publications de Rachel sur les réseaux sociaux sont devenues plus rares.
Plus de selfies rayonnants, plus de messages pleins d'amour pour son copain. Petit à petit, elle disparaissait de la scène virtuelle. Le rituel fonctionnait. Quelques jours plus tard, j'ai voulu en savoir plus. Une amie commune, que j'avais interrogée avec une fausse innocence, m'a lâché la vérité avec un air grave. « Tu ne savais pas ? Son copain l'a quittée sans aucune explication. Elle est trop embarrassée pour revenir sur Facebook et annoncer qu'elle n'est plus en couple. » Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Le lendemain, j'ai vérifié son profil et là, noir sur blanc, statut célibataire. J'ai ressenti une euphorie indescriptible, une satisfaction sombre et enivrante. J'avais réussi, j'avais gagné. Mais aujourd'hui, tout a changé. Le triomphe a laissé place à la terreur. Depuis quelque temps, mes nuits sont devenues un cauchemar sans fin. Je fais des rêves où des hommes que je ne connais pas viennent à moi, m'encerclent et ont des rapports avec moi. Je me débats, je hurle, mais je suis impuissante. Et ce ne sont pas que des rêves. Quand je me réveille, mon corps porte les traces d'une présence invisible. Des sensations, des douleurs, comme si quelqu'un avait réellement été là. Je sais maintenant ce qui m'arrive. Je suis suivie par un mari spirituel. Je suis hantée. Et ce n'est pas tout. Pendant mes règles, j'ai remarqué quelque chose d'effroyable. Mes serviettes hygiéniques ne contiennent pas seulement du sang. Il y a des morceaux de chair, comme si mon propre corps se décomposait. Je fais aussi des cauchemars où des animaux sauvages, des hyènes, des chiens aux yeux rouges, s'acharnent sur mon ventre, le déchirent, me dévorent vivante. Je ne veux plus vivre cela. Je suis effrayée, je le sens au plus profond de mon être. La mort rôde autour de moi. La jalousie et la quête de vengeance m'ont conduite sur un chemin dont je ne mesurais pas les conséquences. En voulant me comparer aux autres et obtenir à tout prix ce que je pensais me manquer, j'ai plongé dans un monde occulte qui m'a échappé. Mon désir de revanche m'a poussé à faire des choix irréversibles, ignorant les avertissements sur le prix à payer. Mon histoire est une mise en garde contre les dangers des réseaux sociaux et leur pouvoir d'une fausse perception de la réalité. Ils nous poussent souvent à croire que la vie des autres est parfaite, alors qu'en réalité, chacun porte ses propres souffrances. Aujourd'hui, je réalise que tout ce que l'on fait revient toujours vers nous. En choisissant de nuire aux autres, j'ai ouvert des portes qu'il m'est désormais impossible de refermer. Si tu as suivi toute l'histoire, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un j'aime et de partager pour édifier d'autres personnes. À la prochaine pour une nouvelle histoire.